Je contemplais les ruines de mon sanctuaire. Il y a 20 minutes à peine, c'était une galerie de restauration climatisée au cœur de Chicago, un espace de silence et de précision où je redonnais vie à des tableaux du XVIIe siècle. À présent, l'endroit ressemblait à une décharge. Des cartons estampillés du logo d'une marque de compléments alimentaires bon marché étaient empilés sur près de 2 mètres de haut, bloquant les issues de secours. Des polystyrènes recouvraient le sol comme une neige toxique. Et là, assis sur un tapis perçant à 50 000 $ que j'avais mis 3 mois à restaurer, se trouvait ma sœur aînée, Nicole. Elle mangeait un sandwich aux boulettes de viande, et une goutte de sauce tomate dégoulinait sur les fibres de soie. Je m'appelle Lorraine, et je travaille avec des objets fragiles. Mais en voyant Nicole s'essuyer les mains grasses sur son jean et me lancer un sourire narquois, je savais que rien n'était à l'abri dans cette pièce. Maman m'a donné la permission, dit Nicole, la bouche pleine. Elle a dit que j'avais besoin d'un entrepôt pour mon entreprise et que, de toute façon, vous n'utilisiez pas l'espace, alors on a emménagé. Si ça ne vous plaît pas, appelez la police. Elle a ri, un petit rire arrogant qui a résonné sous les hauts plafonds. Elle se croyait intouchable. Elle pensait que le mot « famille » était une formule magique qui la mettait à l'abri des conséquences. Elle se trompait. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Chapitre 2. L'architecte du silence. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas piqué de crise. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de voir mon pouce s'accélérer, pas même un seul battement. Mon métier exige une main ferme. Un seul tremblement peut détruire un chef-d'œuvre. Et à cet instant précis, ma vie était la toile que je devais protéger. Je suis restauratrice d'art. Mon univers repose sur la chimie, la patience et une maîtrise absolue. Je travaille avec des solvants qui peuvent décaper la peinture ou brûler la peau en cas de mauvaise utilisation. Je comprends que certains dégâts sont réversibles, mais d'autres problèmes doivent être éradiqués. Nicole était ce problème. Elle attendait l'explosion. C'est ainsi que fonctionnent les narcissiques. Ils se nourrissent de vos réactions. Ils veulent que vous pleuriez, que vous criez, que vous suppliez, car cela confirme leur emprise sur vous. Si je criais, elle se ferait passer pour la victime. Elle appellerait nos parents en sanglotant et en racontant comment sa méchante petite sœur la harcelait. Elle cherchait à alimenter ma souffrance. J'ai décidé de ne rien lui donner. J'ai ignoré son comportement et observé le chaos qu'elle avait créé. Mes yeux ont parcouru la pièce, recensant les dégâts comme un expert en assurance. Les issues bloquées, les restes de nourriture près des archives, l'activité commerciale non autorisée. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une série d'infractions au bail et de problèmes de sécurité. En psychologie, il existe une technique appelée la méthode du rocher gris. On devient aussi indifférent et inflexible qu'une pierre. On n'offre aucune surface émotionnelle à laquelle la personne toxique puisse s'accrocher. On ne discute pas. On observe. On ne se défend pas. On documente. J'ai regardé Nicole droit dans les yeux. Son sourire narquois s'est effacé un instant, car elle n'y a pas vu la rage qu'elle attendait. Elle n'y a vu qu'un miroir reflétant son propre chaos. « D'accord » ai-je dit d'une voix monocorde, sans la moindre intonation. « D'accord » a-t-elle répété en clignant des yeux. « Ça suffit. Ça suffit » ai-je insisté. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai refermée d'un clic doux et décisif. Je l'entendais rire derrière moi, probablement en train d'envoyer un SMS à notre mère pour lui dire que j'avais cédé, que j'étais faible. Elle n'en avait aucune idée. Elle pensait que je partais pleurer. Je partais pour réduire son monde en cendres, légalement, méthodiquement, et sans verser une seule larme. Chapitre 3. L'investissement du sang. Pour comprendre pourquoi je suis parti, il faut comprendre ce dîner d'il y a 2 semaines. C'était un rôti du dimanche chez mes parents, en banlieue. Le genre de réunion de famille obligatoire qui ressemble moins à un repas qu'à une négociation de prise d'otage. J'étais arrivé avec une bonne nouvelle. Je venais de décrocher un contrat avec un musée londonien pour restaurer une collection de portraits victoriens endommagés par l'eau. C'était le tournant de ma carrière. Il fallait investir 300 000 $ pour installer un laboratoire satellite. Mais j'avais un plan. Je louerais mon loft à Chicago. C'était un bien unique, un style industriel chic et ultra sécurisé, qui se louait facilement 18 000 $ par mois sur le marché locatif des entreprises. J'ai étalé les chiffres sur la table, entre le rôti et la purée. J'étais fier. J'ai même cru un instant qu'il l'était aussi. C'est alors que Nicole a pris la parole.
Elle ne m'a pas félicité. Elle a regardé notre mère et a dit « Parfait. Voilà qui résout mon problème d'entrepôt. » Nicole vend des compléments alimentaires, pas ceux qu'on achète en pharmacie, mais ceux qu'on achète à un ami sur Facebook qui promet de guérir l'anxiété et de rendre riche. Elle se prend pour une PDG. Moi, j'appelle ça une arnaque pyramidale. Elle avait des cartons de marchandises qui pourrissaient dans son garage, et elle a décidé que mon loft était le coup de pouce dont sa marque avait besoin. Je peux déménager la marchandise la semaine prochaine, dit Nicole en attrapant un rouleau de papier. Ça m'évitera les frais de stockage, et l'adresse fera très bien sur mes cartes de visite. J'ai ri, croyant à une plaisanterie. Mais non, ma mère pose un essai for chat. C'est une excellente idée, Nicole. Lorraine, tu seras à Londres de toute façon. Ta sœur a besoin d'un coup de pouce. C'est un devoir de bonté. Je les ai regardés. J'ai regardé les 18 000 $ par mois dont j'avais besoin pour financer mon rêve. Et j'ai regardé mes parents qui exigeaient que je brûle tout pour que Nicole ait chaud. En économie, il existe un concept appelé le biais des coûts irrécupérables ou le biais du joueur. C'est lorsqu'un joueur continue de miser sur une main perdante parce qu'il a déjà tellement perdu qu'il ne peut se résoudre à abandonner. Il pense qu'en remettant un jeton de plus, la chance tournera. Mes parents sont des joueurs. Nicole est leur mauvais pari. Ils ont investi des décennies d'argent, d'efforts émotionnels et d'excuses en elle. Elle a échoué à l'université, a échoué dans 3 mariages et a fait faillite avec 5 entreprises. Admettre qu'elle a échoué reviendrait à admettre que leur rôle de parent a échoué. Ils ne peuvent pas se le permettre. Alors, ils se tournent vers moi, l'enfant aisé, celle qui a travaillé, économisé et bâti sa fortune, et ils me voient comme une nouvelle manne financière. Ils n'aiment pas plus Nicole. Ils sont simplement plus terrifiés à l'idée qu'elle échoue. Je suis la garantie qu'ils sont prêts à sacrifier pour prouver qu'ils avaient raison quant à son potentiel. Non, ai-je dit à table, le loft est un actif commercial. J'ai des locataires déjà installés. Je ne vais pas transformer une propriété valant des millions en entrepôt. Mon père a frappé la table du poing. Tu es égoïste, Lorraine. Ta sœur est en train de se noyer et toi, tu construis un yacht. J'ai quitté ce dîner prématurément. Je pensais que c'était la fin. Je pensais qu'un simple « non » suffisait. J'avais oublié cela face à un joueur. Un « non » n'était qu'un bluff qu'il n'avait pas encore démasqué. Chapitre 4. Le danger de la solvabilité. La chronologie nous ramène à ce matin. 20 minutes avant de trouver Nicole en train de manger un sandwich aux boulettes de viande sur mon tapis, j'étais dans le couloir devant mon loft, en train d'ajuster mon blazer. À côté de moi se trouvait Logan, un spécialiste de la sécurité privée qui gérait l'immeuble, et les Moroses, un couple de cadres qui déménageaient de Paris. C'étaient les locataires idéaux. Leur solvabilité était irréprochable. Ils appréciaient l'art et avaient déjà versé un acompte sur la base des seules photos. La lumière dans la galerie principale est orientée au nord, avais-je dit à Madame Marot. Parfait pour un éclairage constant sans dommages causés par les UV, et la climatisation est de qualité hospitalière. Je leur vendais un rêve de précision et d'élégance. J'ai inséré ma clé dans la serrure. Elle n'a pas tourné. C'est bizarre, ai-je murmuré. J'ai réessayé. Le mécanisme semblait bloqué, collant. Je me suis excusé et j'ai frappé. Pas de réponse, seulement le son étouffé d'une télévision et des bruits sourds. Logan s'est avancé. Laisse-moi essayer le déverrouillage automatique. Il a composé le code. La serrure s'est déverrouillée avec un bruit sourd et la porte s'est ouverte. L'odeur nous a frappés en premier. Ce n'était pas l'odeur fraîche d'huile de lin et de vernis à laquelle j'étais habitué. C'était une odeur de malbouffe rassis, de corps non lavés et de parfums bon marché et entêtants. Puis, le choc visuel. J'ai eu le souffle coupé. Le loft était un véritable atelier clandestin. Les 3 enfants de Nicole, âgés de 6 à 10 ans, étaient assis par terre en cercle, remplissant des bouteilles en plastique dans des enveloppes en carton. Ils avaient l'air malheureux. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas le travail des enfants. C'était l'endroit où ils étaient assis. Ils se trouvaient à moins d'1 mètre de mon étagère de rangement pour produits chimiques. La restauration d'œuvres d'art implique l'utilisation de substances dangereuses, acétone, thuane, solvants industriels. Je les rangeais dans des armoires ignifugées hermétiques, mais les portes étaient grandes ouvertes. Une bouteille de solvant était posée par terre à côté d'une brique de jus de fruits. Une étincelle, un déversement, et tout l'immeuble pourrait s'embraser dans des fumées toxiques. « Mentir !» murmura Madame Marot. Elle pressa un mouchoir contre son nez,
observant la scène avec une horreur absolue. « C'est Monsieur Marot, commença-t-il, puis il secoua la tête. Ce n'est pas conforme à la publicité. Je les ai regardés reculer vers l'ascenseur. Je n'ai pas essayé de les arrêter. Que pouvais-je dire? Ignorer l'exploitation commerciale, non autorisée et les risques d'incendie. Ils étaient partis. C'était 432 000 $ de revenus locatifs qui s'envolaient. Logan m'a regardé, le visage blême. « Lorraine, c'est de l'acétone à côté du déjeuner de l'enfant? » « Oui, ai-je répondu. C'est à ce moment précis que j'ai compris. Ce n'était pas une simple dispute familiale. C'était de la négligence. C'était de la mise en danger. C'était un cauchemar juridique qui pouvait me ruiner et m'envoyer en prison si un enfant ingérait ces produits chimiques. Nicole a levé les yeux du canapé, s'essuyant la sauce tomate de la lèvre. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle semblait agacée que nous ayons interrompu son émission. « Ah, vous êtes là, a-t-elle dit. Vous auriez dû appeler avant. » Chapitre 5. Le protocole d'urgence. La descente en ascenseur jusqu'au hall m'a paru les 30 secondes les plus longues de ma vie. Je me tenais à côté de Logan, les mains tremblantes, non pas de peur, mais d'adrénaline, après avoir enfin fait un choix définitif pour moi-même. Mon téléphone vibra dans ma poche comme un frelon enragé. Je ne le regardais pas, mais je savais qui c'était. Ma mère m'envoyait un message pour me dire que j'étais égoïste. Pour me dire que Nicole essayait simplement de construire un avenir pour ses enfants. Pour me dire que j'avais perturbé le fragile équilibre de complaisance que notre famille avait cultivé pendant 30 ans. « Tu vas appeler tes parents ?» demanda Logan doucement tandis que les portes s'ouvraient. Je pénétrai dans le hall. Il y faisait frais, calme et serein. « Non, répondis-je. Ça ne sert à rien. Ils vont juste me dire de m'excuser. » Je sortis mon téléphone. 17 appels manqués de ma mère, 5 de mon père et une notification de TikTok. Nicole avait publié une vidéo. J'ai cliqué dessus. C'était une visite guidée de mon loft. « Regardez mon nouveau bureau !» s'exclama-t-elle en faisant pivoter la caméra pour montrer la vue sur la ville. De grandes choses se préparent pour ma marque. L'abondance, ça marche. Elle s'attribuait le mérite de mon succès. Elle utilisait mon havre de paix comme toile de fond pour ses illusions. Et elle faisait ça pendant que ma mère l'encourageait en silence. J'ai fermé l'application. J'ai pensé au solvant. J'ai pensé à l'œuvre d'art. J'ai pensé au mépris total de mes limites. Elle m'a dit d'appeler la police, ai-je dit à Logan. Quoi? Elle me l'a dit, ai-je répété d'une voix calme. Si ça ne me plaisait pas, je devais appeler la police. Elle pense que je ne le ferai pas. Elle pense que je suis toujours la petite sœur qui garde le morceau. Mon pouce a hésité au-dessus du clavier, puis j'ai composé le 911. Quelle est votre urgence? Je dois signaler une intrusion en cours au 404, rue Ouest du Bar, ai-je dit. Ma voix était calme, précise, professionnelle. Les intrus refusent de partir. Il y a également des produits chimiques dangereux sur les lieux, et des mineurs sans surveillance se trouvent à proximité. Je m'inquiétais pour leur sécurité. Je n'ai pas dit ma sœur. Je n'ai pas dit mes neveux et nièces. J'ai utilisé des termes juridiques, intrusion, mise en danger d'enfants, risque chimique. J'étais en train de me déchaîner au téléphone avec les urgences. Quand la police est arrivée, 2 agents à l'air grave, je les ai accueillis à la porte. Je leur ai montré mon titre de propriété. Je leur ai montré ma carte d'identité. J'ai expliqué la situation brièvement et factuellement. « Est-ce une locataire ?» a demandé un agent. « Non » ai-je répondu. « C'est une squatteuse qui s'est introduite par effraction. » Nous sommes montés. Quand les agents sont entrés dans le loft, Nicole a hurlé. « J'habite ici » a-t-elle crié en sautant du canapé. « Demandez à ma mère. » Elle m'a donné la permission. L'agent m'a regardé. Je l'ai regardé. « Votre mère est-elle propriétaire ?» a-t-il demandé à Nicole. « Non, mais alors sa permission n'a aucune importance » a-t-il dit. J'ai vu le visage de Nicole se décomposer. Pour la première fois de sa vie, elle se heurtait à une limite qu'elle ne pouvait pas contourner avec des larmes ou de la culpabilité. La loi se fichait de sa marque. Elle se fichait de ses difficultés. Ce qui comptait pour elle, c'était de savoir qui détenait l'acte de propriété. Chapitre 6. La trahison du marché et la facture. Alors que les policiers escortaient Nicole, en larmes, vers l'ascenseur, Logan me tapota l'épaule. Il tenait sa tablette, le regard sombre. « Lorraine, dit-il, où sont les fauteuils Louis XIV ?» Je regardai dans un coin de la pièce. Il était vide. 2 fauteuils anciens, recouverts de velours d'origine du XVIIe siècle, avaient disparu.
Ils valaient 12 000 $ la paire. Peut-être les a-t-elle déplacés dans la chambre, suggérai-je, malgré la boule au ventre qui se formait. Je ne crois pas, répondit Logan. Il tourna la tablette vers moi. C'était une annonce sur Facebook Marketplace, publiée il y a 1 heure. Fauteuils anciens, excellent état. À vendre aujourd'hui. 500 $ la paire. La vendeuse était Nicole. La boule dans mon estomac se transforma en une pierre dure et lourde. Elle n'avait pas seulement envahi ma maison. Elle n'avait pas seulement mis en péril mes moyens de subsistance. Elle m'avait volé. Elle vendait des antiquités de famille au prix d'un canapé d'occasion pour financer son stock. Agent, ai-je crié d'une voix glaciale. L'agent s'est arrêté. Nicole s'est retournée vers moi, le mascara coulant sur ses joues. Je dois ajouter une accusation, ai-je dit. J'ai brandi la tablette. Vol qualifié. Les yeux de Nicole se sont écarquillés. Je les avais juste empruntés. Je comptais vous rembourser dès que mon affaire décollerait. Ce n'est pas comme ça que fonctionne un vol, dit l'agent. Il attrapa ses menottes. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était un crime. Quand mes parents arrivèrent au commissariat pour récupérer les enfants, Nicole était déjà en train d'être enregistrée. Ils firent irruption dans la salle d'attente. Le visage de ma mère était rouge et couvert de taches. Mon père avait l'air prêt à frapper quelqu'un. Abandonnez les charges, hurla ma mère en se précipitant vers moi. C'est ta sœur. Comment as-tu pu faire ça? Je ne bronchais pas. Je fouillai dans mon sac et sortis un document que j'avais rédigé sur mon téléphone pendant l'attente. C'était une facture. Voici une facture, dis-je en attendant à mon père. Pour le nettoyage professionnel du loft, pour l'élimination des déchets dangereux qu'elle a apportés, pour la restauration du tapis qu'elle a abîmé et pour la valeur marchande des chaises qu'elle a vendues. Mon père fixa le papier. Les mains tremblantes. Tu es morte pour nous. Tant mieux, dis-je. Ça veut dire que tu ne peux plus me demander d'argent. Je lui tournai le dos. Je suis sorti du commissariat et me suis retrouvé dans la fraîcheur de la nuit de Chicago. J'étais seul. Je n'avais pas de famille. Et je ne m'étais jamais senti aussi libre. Chapitre 7. L'architecture de la paix. 6 mois se sont écoulés depuis ma sortie de ce commissariat. Je suis actuellement assise à la terrasse d'un petit café de Kensington, à Londres, et je regarde la pluie laver les pavés. Mon téléphone est posé sur la table, écran vers le haut. Le calme règne. Le loft de Chicago a été loué 3 semaines après l'incident. J'ai dû faire appel à une entreprise de nettoyage spécialisée, du genre de celles qui interviennent sur les scènes de crime ou dans les cas de silogomanie, pour désinfecter entièrement les lieux. Ils ont enlevé les moquettes, repeint les murs et effacé toute trace du chaos que Nicole avait semé dans ma vie. Cela m'a coûté 5 000 $, mais chaque centime en valait la peine pour apaiser ma conscience. Les Maroses, le couple français qui avait fui, terrifiés, sont finalement revenus. Logan leur a expliqué que la squatteuse avait été arrêtée et que les codes de sécurité avaient été changés. Ils ont signé un bail de 2 ans, en payant l'intégralité du loyer. 18 000 $ par mois d'avance. Ce capital m'a permis d'ouvrir mon studio londonien plus tôt que prévu. Je ne parle plus à mes parents. Je ne parle plus à Nicole, mais je parle à ma tante Sarah. Elle m'a appelé hier pour me donner des nouvelles. Nicole a plaidé coupable de vol qualifié pour éviter la prison. Elle purge actuellement une peine de 2 ans de probation et a un casier judiciaire. Aucun propriétaire sérieux ne veut lui louer un logement et sa réputation s'est effondrée dès que la photo compromettante a été rendue publique. Elle vit au sous-sol de chez mes parents avec ses 3 enfants. Mes parents sont ruinés. Ils ont épuisé leurs économies de retraite pour payer les frais de défense de Nicole. Le piège des coûts irrécupérables les a finalement rattrapés. Ils ont continué à parier sur une main perdante jusqu'à ce que la maison leur prenne tout. Ma tante Sarah m'a dit qu'ils passent leur dîner à se plaindre de mon ingratitude, du fait que j'ai abandonné la famille. Je l'ai écouté et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni culpabilité, ni envie de les appeler pour m'expliquer. Avant, je pensais que le refuge était un lieu physique. Je pensais c'était des canapés en cuir blanc, des galeries climatisées et des serrures hors de prix. Je pensais qu'en créant un espace suffisamment parfait, je me sentirais enfin en sécurité. Mais je me trompais. Un refuge n'est pas un lieu. C'est une limite. C'est la capacité de dire non sans avoir à se justifier. C'est refuser de se sacrifier pour le bien des autres. C'est comprendre que les liens du sang sont biologiques, mais que la famille est comportementale. J'ai regardé la pluie tomber sur les rues de Londres. Je suis seul ici, mais je ne suis pas solitaire. J'ai mon travail. J'ai mon amour-propre.
Et surtout, je suis maîtresse de ma vie. Et je ne ferai plus jamais de copie pour personne. Si vous avez déjà dû vous blinder pour survivre à un membre toxique de votre famille, cliquez sur « J'aime » et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de savoir que s'éloigner n'est pas abandonner, c'est gagner sa vie.